bien qu'il y a de l'intérêt ici aussi. Il y a d'autres personnes qui vont arriver un peu plus tard et une intervenante aussi. Mais en tout cas, on va démarrer tout de suite, puis pour vous laisser le plus de temps possible pour poser vos questions par la suite. Les gens qui sont ici à mes côtés, il y a d'abord Frédéric Méran, directeur du département de sciences politiques, section Europe. Théodore Coutroubasse, lui, est surtout spécialisé dans les questions religieuses et la religion joue un rôle quand même assez important dans ce conflit-là. A joué un rôle avant même l'invasion de la Russie. Guillaume Sauvé, chercheur au Cérium, spécialiste de la Russie et de tout ce secteur-là. Et il y a une autre personne qui va se présenter un peu plus tard parce qu'elle vient de terminer ou elle termine son cours en ce moment. C'est Ekaterina Piskunova, chercheur au Cérium aussi, spécialiste de l'espace soviétique et tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on demande à chaque intervenant de faire un exposé d'à peu près 5 minutes sur sa vision de ce conflit-là, la situation telle que vue par ces personnes-là. Et ensuite, on va lancer le débat, on va lancer les questions, puisque je pense que c'est le plus important ici, de pouvoir répondre à plus de questions possibles de votre part. Tout d'abord, M. Méran, allez-y. Merci Raymond Saint-Pierre. Je dois dire que c'est un grand plaisir d'être à vos côtés. Je suis vos reportages et j'ai suivi vos reportages depuis ma plus tendre enfance. Oups. Et si vous regardez mes lunettes, je pense que peut-être vous avez une influence sur moi. Donc voilà, grand plaisir d'être ici. En 5 minutes, que dire? D'abord, je vais faire 3 points, donc 90 secondes par point. Le premier, qu'est-ce qui s'est passé depuis bientôt près de 9 mois et pourquoi? Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est un enlisement qui avait été prévu par la plupart des observateurs, mais un enlisement qui ne s'est pas nécessairement fait au profit de la Russie, et ceci va plutôt à l'encontre de ce que prévoyaient la plupart des observateurs lors du déclenchement de la guerre le 24 février 2022. Pourquoi? Il y a évidemment 2 grandes explications au niveau international que l'on peut identifier. La première, les fameuses sanctions économiques, et de manière un peu plus large, les sanctions, qui étaient la principale réponse apportée par la communauté, il faut bien le dire, essentiellement occidentale au début de la guerre. Ces sanctions n'ont pas eu l'effet dévastateur anticipé sur l'économie russe, n'ont pas non plus réussi à complètement isoler la Russie sur la scène internationale. En même temps, elles ont eu un effet réel, et notamment l'effet de maintenir la cohésion de la communauté, encore une fois, occidentale élargie par rapport à la Russie. Beaucoup de gens pensaient que les sanctions ne seraient pas adoptées ou n'iraient pas loin ou finiraient par être décousues. Or, on peut dire que les Européens, les Nord-Américains et les Est-Asiatiques ont tenu leurs engagements, et en soi, on peut dire que les sanctions ont joué moins un rôle dans peut-être l'anéantissement de l'effort russe que dans le signal qui était lancé d'une forme de cohésion et de solidarité occidentale élargie. Mais en fait, à la grande surprise de toutes et de tous, je pense que ce qui a particulièrement, entre guillemets, fonctionné dans le sens où ça a permis à l'armée russe non seulement de se défendre, pardon, à l'armée ukrainienne, non seulement de se défendre, mais en fait d'engranger des victoires, c'est évidemment la fourniture d'armement. Au début, on se posait beaucoup la question jusqu'où les Américains, les Britanniques, les Français, les Allemands, les Canadiens, les Polonais seront-ils prêts à aller pour soutenir l'armée ukrainienne sans nécessairement provoquer la Russie. Il y avait toute cette zone grise sur la question des armes défensives versus les armes offensives. On constate que les armes qui ont été déployées en Russie sont quand même pas juste défensives et ont vraiment permis, donc on parle je ne vais pas entrer dans la litanie de toutes les formes d'armement, mais ont vraiment constitué un atout considérable, et c'est probablement ce qui a le plus fait la différence jusqu'à maintenant. Parce que plus les forces armées ukrainiennes ont engrangé sur le terrain des victoires, en tout cas dans les batailles, plus évidemment les Occidentaux se sont sentis autorisés à promettre des armes de plus en plus offensives et de plus en plus efficaces. Donc ça, c'est quelque chose qui, je crois, au mois de mars, n'avait pas été vraiment vu comme étant une possibilité, et ça a eu un impact. Alors, qu'est-ce qu'on a négligé comme observateur dans cette histoire-là?
beaucoup de choses, mais je voudrais mettre l'accent sur une ou un facteur en particulier qui, moi, me frappe énormément, l'agentivité des Ukrainiens eux-mêmes et, au-delà de la population ukrainienne, de l'État et des forces armées ukrainiennes. Je pense que au début, presque tous les analystes se sont concentrés sur le niveau macro de la chose. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens dans les journaux continuent à défendre la thèse selon laquelle ce conflit n'est en fait n'est qu'un conflit entre la Russie et les États-Unis par Ukraine interposée. Donc, l'idée selon laquelle l'Ukraine ne serait qu'un pion ou un proxy dans un conflit ou dans une géopolitique beaucoup plus large. Et ça, c'était une erreur, à l'évidence, puisque ce qu'on constate, c'est que la capacité de l'État ukrainien à organiser un effort de défense et de reconquête et de maintien de l'économie et de galvanisation non seulement de la population ukrainienne, mais au-delà de la communauté internationale, notamment par le président Zelensky, je pense a surpris beaucoup d'observateurs. Et je ne le dis pas pour souscrire à une idée volontariste de la guerre dans laquelle les plus valeureux ou les mieux intentionnés l'emportent nécessairement sur les autres. C'est pas ça du tout. Mais à l'évidence, le fait d'être capable de se défendre soi-même et d'organiser soi-même sa défense sur le territoire ukrainien a été largement sous-estimé par les observateurs de cette guerre. Et c'est la raison pour laquelle, 9 mois plus tard, on est dans une situation que vous connaissez, que je n'ai pas rappelé d'entrée de jeu, mais qui est quand même, par rapport au scénario qui était très pessimiste au mois de mars et à la réalité qui était celle d'une invasion territoriale assez importante de l'Ukraine, on est plutôt en ce moment dans un moment de recul des forces russes sur le territoire ukrainien. Dernier point, pour ne pas abuser de mes 5 minutes, quelles sont les perspectives à moyen terme? Alors, je pense qu'il faut quand même être prudent sur le terrain. En ce moment, on peut avoir l'impression, lorsque l'on lit les médias, que finalement, les forces ukrainiennes sont en train de réussir leur reconquête. Et c'est vrai qu'on entend davantage parler des victoires sur le terrain des forces ukrainiennes et plutôt de la débandade ou de la désorganisation du côté russe. Mais il faut quand même garder en tête, je pense, les chiffres qui n'ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire que la domination, la supériorité militaire de la Russie demeure quand même assez importante par rapport à celle de l'Ukraine. Donc là-dessus, personnellement, je ne me prononcerai pas, d'autant plus que je ne suis pas un spécialiste vraiment des questions de stratégie militaire. Mais il y a un point sur lequel j'ai une expertise et je trouve qu'il y a des choses intéressantes à observer, c'est la question de savoir si les Européens, en particulier, vont maintenir leur solidarité à l'endroit de l'Ukraine jusqu'à maintenant. Et c'est toute la question, évidemment, de la capacité de la Russie de détruire les infrastructures en Ukraine, certes, mais aussi de déstabiliser l'économie et l'approvisionnement énergétique en Europe. Et là, il y a effectivement le scénario, disons, sombre par lequel on attire tout le monde dans les discussions, c'est de dire les Européens n'auront pas de gaz, l'opinion publique va s'impatienter et va demander à ces gouvernements finalement des mesures qui conduiraient les Allemands, par exemple, ou les Français à abandonner des sanctions contre l'Ukraine ou à chercher un modus vivendi avec la Russie. À titre personnel, je suis loin d'en être convaincu. Pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'en fait, il y a très peu de contestation des sanctions dans la plupart des pays européens ou en Amérique du Nord. Nous avons participé à l'Université de Montréal, au Centre Jean Monnet, à un vaste sondage mené auprès de l'opinion publique qui montre que c'est une infinie minorité dans tous les pays européens, à l'exception de la Turquie, qui est pro-russe ou qui soutient, disons, une forme d'accommodement avec la Russie. En d'autres termes, l'opinion publique européenne et nord-américaine identifie très clairement la Russie comme étant un ennemi, comme étant responsable des problèmes actuels et pas du tout l'Ukraine. Donc pour cette raison-là, oui, il y aura des conséquences politiques au cours de l'hiver de la crise énergétique, mais je ne suis pas du tout certain que ces conséquences politiques auront pour effet de miner l'engagement des pays européens auprès de l'Ukraine, ce qui ne veut pas dire que le problème sera réglé. Et je m'arrête ici pour l'instant. Merci. Merci bien. Ekaterina Piskinuva est arrivée.
Alors, Ekaterina, d'abord, on permet à chacun de faire une petite présentation de 5 minutes. Je vais vous laisser le temps de vous organiser, si vous voulez. Je préfère. Céder mon tour à quelqu'un, si c'est possible. Je vais juste reprendre haleine. Bienvenue d'abord. Et Guillaume, peut-être à votre tour. Oui, alors, Sauvé. dans le modeste temps qui m'est imparti, j'ai décidé de me concentrer sur la politique intérieure de la Russie. Et donc, ce que je vais essayer de brièvement expliquer, c'est en quoi la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou enfin la phase particulièrement intense de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a débuté en février dernier, a transformé le régime politique russe, a transformé les rapports entre l'État et la société en Russie, ou pour être plus exact, a accéléré des changements qui étaient à l'œuvre dans les changements dans la politique intérieure russe. Pour le dire de manière assez générale d'abord, la Russie, avant la guerre en Ukraine, était certes un régime autoritaire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a à peu près rien dit, parce que des régimes autoritaires, c'est la majorité des régimes dans le monde. Et je veux dire, entre la Hongrie et l'Iran, clairement, il y a des questions de degrés ici. La Russie était un régime autoritaire qu'on appelle dans le jargon hybride, c'est-à-dire un régime où il y avait certes des pratiques autoritaires, mais généralement non pas axées sur la répression généralisée, typiquement l'Union soviétique, mais qui était axé sur un contrôle ciblé des parties jugées dangereuses de la population ou instables et une certaine forme de manipulation. Je vais donner 3 exemples, puis ensuite je vais montrer comment sur ces 3 exemples-là, la situation a changé en Russie depuis février dernier. Premier exemple, c'est le rapport avec les médias. Alors, les gens qui connaissent peu la Russie, on a souvent cette idée que la Russie a comme toujours été, en tout cas dans les 30 dernières années, complètement autoritaire comme à l'époque soviétique. Il est bon de rappeler que la Russie, jusqu'à tout récemment, comptait plusieurs médias indépendants qui critiquaient régulièrement le pouvoir. Les plus connus étant évidemment le journal Novaya Gazeta, qui a reçu, soit dit en passant, le prix Nobel de la paix pour ça il y a à peu près 1 an exactement. Mais il y en avait d'autres. En fait, je vais être très schématique sur chacun des points et je vous invite à me poser des questions par la suite pour me permettre de développer parce que là, je ne vais pas énumérer les exemples maintenant. Il y avait des médias indépendants. Deuxième aspect, il y avait une opposition qui était tolérée. Évidemment, elle était tolérée dans la mesure où elle était jugée non dangereuse. Il y avait 2 types d'opposition comme ça. Il y avait les oppositions qu'on appelait intra-système, la traduction est un peu bizarre en français, qui sont acceptés dans le système, par exemple des partis comme le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui faisaient des scores extrêmement appréciables, des 30% plutôt du vote, qui ont beaucoup de sièges à la Douma, mais qui votent toujours avec le pouvoir sur des questions essentielles. Mais ça existait et ça canalisait quand même un certain vote de protestation en Russie, cette opposition comme sous contrôle. Et même les oppositions qui n'étaient pas sous contrôle, typiquement Alexei Navalny, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que le régime ait recours aux techniques les plus violentes que vous savez à son égard, c'est-à-dire tentatives d'empoisonnement et emprisonnement. On l'avait laissé, lui et beaucoup d'autres, faire de la politique de critique pendant un bon moment. Dernier point que je voulais mentionner qui est plus large par rapport au régime en général, c'est qu'on considère généralement que sous Poutine, c'est-à-dire au moins pour les 20 dernières années, le rapport entre l'État et la société était marqué par une sorte de pacte social implicite dans lequel on invitait la population, en gros, à ne pas se mêler de politique. On pourrait appeler ça de la dépolitisation active. Mais en gros, on disait aux Russes, regardez, on a de la prospérité, on a des émissions, on a des talk shows, hein? On a l'équivalent de la roue de fortune à la télé. Regardez ça, regardez les talk shows, soyez heureux, consommez. Maintenant que la Russie a renoué avec la prospérité, ce qu'elle a effectivement fait, surtout dans les 2 premiers mandats de Poutine. Et surtout, mêlez-vous pas de politique. Et ça, c'est une stratégie de dépolitisation, démobilisation qui est typique justement de ce genre de régime qui, contrairement à l'Union soviétique, ne cherche pas à mobiliser la population en soutien au régime, mais au contraire à la tenir loin de la politique. Or, tout cela a changé depuis la phase particulièrement active de la guerre, donc depuis février dernier, ou pour être plus exact, en fait, avec 1 semaine de délai par rapport au déclenchement, à partir, en gros, des lois du 4 mars, donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais le 4 mars, la Douma, donc le Parlement en Russie, a adopté une série de lois qui, entre autres, criminalisent le discrédit porté aux forces armées, et donc, en gros, criminalise la critique du pouvoir, ou à tout le moins du principal aspect du pouvoir en ce moment, c'est-à-dire la guerre qu'elle mène en Ukraine. Et sur ces 3 points-là, on peut voir des changements. D'abord, clairement, en 1 semaine après le 22 février, à peu près tous les grands médias indépendants en Russie ont fermé.
Et ça, c'est un changement majeur. Donc, Novaya Gazeta que j'ai mentionné, mais je pourrais en mentionner plusieurs autres, dont certains étaient en opération depuis, c'est ça, 20-30 ans. Donc, c'est assez de ce fait. La mort de Gorbatchev en fin août dernier était comme un beau symbole dans un sens, parce que c'est bien, la plupart de ces institutions-là qui ont fermé pendant le courant de la guerre étaient des institutions qui avaient été créées pendant ou juste après la perestroïka de Gorbatchev. Donc, c'est comme une ère qui se conclut. Le rapport à l'opposition, clairement, l'opposition est beaucoup moins tolérée, y compris l'opposition constructive, c'est-à-dire constructive, celle tolérée, par exemple, les communistes. Il y a eu des élections législatives en septembre en Russie qui ont été évidemment très peu suivies parce que les élections législatives, tout le monde sait en gros qu'est-ce qui va se passer à l'avance en Russie, sauf que là, clairement, ce qu'on a vu, c'est le balayage de même les oppositions jugées constructives. Désormais, tout le monde, Russie unie a gagné à peu près partout, donc le parti du pouvoir, ce qui laisse penser que même l'opposition constructive est en train de se faire écarter. Par ailleurs, évidemment, il y a le fait que le degré de tolérance à la critique du régime a aussi changé. Avant, par exemple, en Russie, peut-être que je vous l'apprends, mais les gens pouvaient critiquer le pouvoir. On pouvait rencontrer tout le temps des Russes qui disaient du mal de Poutine, etc., parce que c'était considéré pas dangereux si vous parlez dans le domaine du privé ou si vous parlez genre sur votre compte Twitter ou Telegram ou autre. Or, là, les chiffres sont... Je vais donner un ordre de grandeur, je n'ai pas regardé les chiffres les plus récents. Environ 4000 personnes poursuivies pour juste avoir déclaré en public, par exemple juste sur leur page Twitter ou leur compte Telegram, leur opposition à la guerre. En fait, ce n'est pas condamné, c'est accusé. 4000 aux civils, environ 107 aux criminels. Pour l'instant, il y en a très peu qui ont été accusés, mais étant donné que généralement en Russie, le taux d'acquittement est de 1, 2, 3%, on a une idée de l'issue de ces procès. Et le plus important, je vais conclure là-dessus, le fameux pacte social dont je parlais, qui reposait donc sur la démobilisation, la dépolitisation de la société, eh bien le régime, de toute évidence, contre son gré, et il a été forcé, en fait, par les circonstances, parce qu'en fait, c'était même une des promesses de Vladimir Poutine de ne pas recourir à la mobilisation militaire, c'est-à-dire à ce qu'on a appelé dans l'histoire du Québec, du Canada, la conscription. Eh bien, comme vous le savez, le 21 septembre dernier, appel à la mobilisation dite partielle, en violation directe avec les promesses de Vladimir Poutine, et tout soudainement aussi en violation avec le principe de la démobilisation, puisqu'on arrête de dire aux gens « ne vous mêlez pas de politique », désormais on dit « soyez prêts à mourir pour notre politique », ce qui est quand même un changement qualitatif, je pense qu'on peut dire. Et donc, ici aussi, un changement qui va être difficile à apprécier parce que c'est tellement profond par rapport aux dernières décennies de politique en Russie que ça pourrait avoir des impacts qui sont difficiles à apprécier. Je terminerai en vous invitant encore à me poser des questions au sujet des réserves qu'on pourrait faire par rapport aux affirmations que je viens de faire. Sous certains aspects, le régime continue d'agir comme avant, même si ses pratiques font le contraire. Mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Je vais céder la parole aux Théodoros Koutroubas, s'il vous plaît. Merci. Je pense que l'Église orthodoxe est relativement inconnue ici au Canada et même en Europe. L'Église orthodoxe, contrairement à l'Église catholique romaine, n'a pas une autorité centrale. C'est une confédération d'églises qui sont unies parce qu'elles pratiquent la même foi, elles croient au même dogme, et en même temps, elles reconnaissent l'une la canonicité des autres. Il y a fréquemment, périodiquement, j'allais dire, des réunions entre le primat de ces églises et chaque fois, et ça c'est le point visible de l'unité, chaque fois que la messe, la liturgie est célébrée par un de ces primats, les noms de tous les autres doivent être mentionnés à haute voix. Ça s'appelle le diptyque. L'Église orthodoxe russe était une église, on va dire, autocéphale, c'est-à-dire ayant sa propre tête, depuis Boris Godunov. Or, Pierre le Grand a aboli cette tête, a aboli le patriarcat et a complètement soumis l'Église russe à l'État. Et de Pierre le Grand jusqu'à l'abolition de la monarchie, l'Église russe était juste un département de l'État, un département qui était, on va dire, qui avait un synode des évêques, mais présidé par un procureur impérial, et l'empereur, bien sûr, était Tsar Pravoslavny, l'empereur des orthodoxes, le roi des orthodoxes. La fin du régime tsariste a donné la possibilité à une petite fenêtre de liberté pendant laquelle l'Église russe a élu un patriarche
et a commencé à se réorganiser. Mais vite, les communistes ont arrêté ce processus. Le patriarcat a été suspendu pendant tellement d'années jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où Staline l'a refondé, mais sous le contrôle strict de l'État. Dans cette confédération, il y a quand même un premier titulaire, un primus inter pares. Primus inter pares, cela veut dire sans véritable pouvoir. Un premier protocolaire, un premier qui va être celui qui célèbre premier la liturgie quand tous les autres primats célèbrent. Cette personne est le patriarche de Constantinople, l'ancienne capitale de l'Empire romain en Orient. Aujourd'hui, la ville s'appelle Istanbul. Istanbul, actuellement, ne compte pas plus que 1000 orthodoxes. Donc, ce patriarche dépend pour sa survie sur la diaspora grecque. Par exemple, les Grecs qui sont ici au Canada et qui sont orthodoxes dépendent de ces patriarches. Et bien sûr, c'est comme ça que le patriarcat se maintient financièrement. À partir du moment où la Russie a retrouvé sa liberté politique, la courte période à la fin du communisme, le patriarcat de Russie, très fort, puisque l'Église russe ressemble le plus grand nombre d'orthodoxes, a commencé gentiment à contester cette primauté protocolaire de Constantinople. Et de l'autre côté, Constantinople, pour survivre dans une Turquie qui devenait de plus en plus islamique, s'est rapproché des États-Unis. Eh bien, comment le tout s'est lié à la guerre? En 2018, le patriarche de Constantinople a pris l'initiative de se rapprocher à deux fractions, on va dire, rebelles de l'Église orthodoxe en Ukraine, l'Ukraine étant sous le patriarcat de Moscou, a réuni ces deux fractions et a créé une église autocéphale ukrainienne. Cette église autocéphale ukrainienne, au début, n'a été reconnue par aucun autre primat orthodoxe, donc aucune autre église autocéphale, seulement par le patriarcat œcuménique. Le patriarcat œcuménique a essayé, avec l'aide du gouvernement américain, persuader quelques églises orthodoxes, notamment les hellénophones, donc l'église de Grèce, l'église de Chypre, l'église d'Alexandrie, de reconnaître cette nouvelle église, et ils l'ont réussi. Ces trois églises ont reconnu. Mais ceci a été fait de manière quelque peu brutale. Par exemple, l'ambassadeur des États-Unis en Grèce visitait un à un les métropolites grecs, et quand il sortait de cette visite, il disait « Je suis venu pour féliciter sa grâce pour son soutien à la nouvelle église ukrainienne ». Ce qui est assez bizarre venant de la bouche d'une personne qui n'appartient pas à cette communauté religieuse et qui est l'ambassadeur d'un pays étranger. Donc, pour certains orthodoxes, pour plusieurs orthodoxes, cette église ukrainienne a été vue comme une création plutôt politique. Et c'est pour ceci, les autres grandes églises orthodoxes, comme la Roumanie, comme la Bulgarie, comme la Serbie, comme la Géorgie, comme le patriarcat de Jérusalem, n'ont pas reconnu l'église ukrainienne. En même temps, l'église russe a décidé de couper toute relation avec Constantinople et également avec toutes les églises qui reconnaissent l'église ukrainienne. Donc, déjà avant la guerre, on avait une scission de l'orthodoxie sur l'histoire ukrainienne et une scission assez profonde, parce que les Russes n'ont pas seulement coupé les relations, mais se sont rapprochés à des fractions également réfractaires et petites au sein des églises qui ont reconnu l'Ukraine pour semer la discorde. L'église russe est assujettie au pouvoir, mais en même temps, elle donne une légitimisation au pouvoir. C'est l'église russe qui légitimait les tsars, et comme Poutine n'a pas d'autre idéologie, l'église russe légitime le nouveau, l'actuelle situation politique en Russie. Les patriarches donc de Russie, on le sait tous, a pris des positions en faveur de la guerre, a
et la Russie elle-même, le gouvernement elle-même, a utilisé l'argument « on va sauver les orthodoxes qui sont opprimés en Ukraine parce que cette nouvelle église est proche du gouvernement et essaye de prendre des églises de ceux qui sont restés fidèles à la juridiction moscovite, on va défendre les orthodoxes. Le on va défendre les orthodoxes contre d'autres orthodoxes est devenu on va défendre les valeurs familiales contre l'agenda LGBT, contre l'érosion de valeurs traditionnelles, etc., etc. Et en même temps, tandis que ceci s'est passé, Constantinople a commencé à prendre des positions qui montraient sa différence. Pour la première fois, à Athènes, l'archevêque des orthodoxes des États-Unis est venu pour célébrer le baptême de 2 enfants d'un couple gay. Inédit, avec les caméras et en essayant de faire tout pour donner de la publicité à l'événement. Ce qui est important à retenir, bien sûr, il y aura des questions après que je serai ravi de répondre, c'est qu'actuellement, ceci a donné un grand embarras dans le monde orthodoxe, parce que les déclarations maximalistes du patriarche de Russie sont véritablement rejetées par les populations, y compris les populations orthodoxes. Donc même les Roumains ou les Bulgares ou les Serbes ne se sentent pas à l'aise avec ce qui dit le patriarche Kirill. Mais de l'autre côté, l'attitude perçue comme servile face aux États-Unis de Constantinople fait qu'une grande partie des églises ne veulent pas reconnaître la nouvelle église d'Ukraine. De l'autre côté, il est intéressant qu'il n'y a jamais eu une initiative pour la paix venant des églises orthodoxes. Aucun des patriarches n'a pris une initiative pour la paix, aucun n'a essayé de rencontrer Cyril pour lui parler. Ils se sont limités à condamner l'un l'autre. Et ça, c'est assez intéressant. Une désunion profonde, un embarras au niveau des fidèles et en même temps un discours de la part de Moscou qui rappelle le fanatisme islamique. Il appelle à la guerre sacrée. Donc, ceci, c'est la situation actuellement et c'est une situation inédite dans l'orthodoxie. Merci beaucoup. Alors, Ekaterina Ptikunova est arrivée en retard. On lui a donné le temps de se préparer. Je suis désolée pour le retard, j'ai enseigné. Mais non, on comprend. On l'avait expliqué. Puis l'autobus a été en retard, je suis désolée. En fait, j'ai construit mes 5 minutes en fonction de la première table ronde. Qu'est-ce qui a changé en plus de 8 mois de guerre, presque 9 mois de guerre. J'ai parlé, je me rappelle, en février, je parlais de la personnalité de Poutine et de son rôle dans la guerre. Et je pense que je reprends ce que Frédéric, le commentaire de Frédéric par rapport à ce que je disais. Il écrit l'histoire. Donc, rien n'a changé depuis. Il continue d'écrire l'histoire, sauf qu'il l'écrit, mettons, avec l'encre sanguine. Et je pense que tout le monde se rend compte, plus ou moins tout le monde se rend compte maintenant qu'il y a très peu de choses qui puissent casser cette logique absolument inébranlable. Vous avez entendu ce qu'a dit Guillaume. Effectivement, à l'interne, pour Poutine, céder ne me paraît absolument pas envisageable parce que c'est un bris total de tout contrat social qu'il aurait pu avoir avec sa population. Au niveau des intérêts géopolitiques, on n'a pas un très grand changement parce que c'est vrai que la résistance ukrainienne est absolument incroyable et inattendue par plusieurs. Mais sur le principe, il s'agit à peu près de 20% de territoires qui sont sous occupation russe. Et là, la situation, en fait, on attend l'événement qui risque de changer un peu le rapport de force sur le terrain, la bataille de Kherson. Ce qui augure, ça augure vraiment mal pour toutes les parties impliquées et je vais m'expliquer pourquoi mal. Parce que pour l'instant, la ville est presque vidée de la population civile. Il y a quand même des personnes qui sont restées. Et je le perçois moins que la faiblesse, mettons, de l'armée russe, parce qu'il s'agit d'une grande concentration des forces ukrainiennes. On parle de 70-80 000 peut-être concentrés, bien équipés avec les blindés, avec l'arme,
les armes occidentales, mais ma peur, mon appréhension par rapport à ça, c'est que une fois la ville relativement vidée de la population civile, ça signifie que les Russes vont faire de bombardements intenses pour ne pas perdre Kherson. Donc, c'est ça ma crainte principale au moment où on se parle. C'est un point stratégique, c'est une sortie sur le littoral. La perte éventuelle de Kherson par des Russes sera symboliquement très mal vue. En même temps, on attend des experts qui disent la prise de Kherson par l'armée ukrainienne, ça permettra à l'Ukraine de négocier à partir d'une position de force. J'ai quand même des réserves à ce sujet parce que négocier d'une position de force, ça signifie chasser les troupes russes du terrain, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle. Donc, je m'attends à une bataille dure, difficile, ce qui m'amène à mon deuxième point. C'est un manque flagrant de toute considération humanitaire dans cette guerre. C'est incroyable à quel point on parle de la stratégie, on parle du régime de Poutine, à quel point dans le discours, y compris dans le discours occidental, les considérations humanitaires sont absentes. Et ça, c'est très symptomatique parce que, je vous ai écouté aussi, ça cadre avec le discours sur l'Église, sur la division à l'Église et cette absence de l'initiative de l'Église orthodoxe qui, par définition, aurait dû prendre cette initiative de la paix, d'autant plus qu'il y a une nation orthodoxe contre une autre nation orthodoxe. Donc, c'est vraiment, au niveau ecclésiastique, c'est extrêmement grave. On n'est pas si nombreux, les orthodoxes, dans ce monde pour se permettre de s'entretuer. Entre autres, donc, il y a une absence de considération humanitaire, des initiatives humanitaires, de règlements, d'appel au règlement, pratiquement de tous les côtés. Ça montre aussi une faiblesse, une impuissance plutôt que la faiblesse des Nations Unies qui ont certes pu négocier la transaction des céréales, de blé, je veux dire, mais pas plus que ça. Et en parlant aussi de côté ecclésiastique, plus spirituel de la guerre, le patriarche Kirill, je pense il y a 2 ou 3 jours, a carrément parlé de la guerre contre le satanisme. Et ce discours presque fanatique est vraiment, il va en parallèle avec le discours de Ramzan Kadyrov, qui est le président de la République de Tchétchénie, le meilleur allié du régime Poutine dans cette guerre, qui parle carrément d'un gazavad, d'une guerre sacrée, d'une djihad. Donc, le discours, on va dire, de l'extrémisme pratiquement musulman va de pair avec le discours qui est tenu par le patriarche russe et par le Kremlin lui-même. Donc, on parle vraiment de la guerre sacrée et c'est encore un point qui me frappe dans la situation actuelle, c'est le niveau de animosité, le niveau de haine qui est... J'ai jamais vu ça dans ma vie, j'étudie les conflits quand même depuis très longtemps, donc très longtemps. Quinzaine d'années, ce niveau est vraiment, il ne connaît pas de limite. Donc, c'est des limites personnelles, c'est en fait les familles qui explosent, c'est les amis qu'on perd. Le troisième point, un peu différent, un peu plus rationaliste, c'est la question du nucléaire. On entend parler de plus en plus. Peut-être chaque fois quand on parle du nucléaire dans cette guerre, je dis, je veux me tromper. Je veux me tromper, je veux pas avoir raison. Je considère le danger nucléaire comme existant et je vais vous donner peut-être une explication un peu paradoxale de pourquoi je le pense. Dans les doctrines des 2 pays, je veux dire dans la doctrine américaine et dans la doctrine russe, les formulations sont similaires quant à l'utilisation de l'arme nucléaire. Quand il s'agit, c'est pas tout à fait verbatim, c'est pas tout à fait la même chose, mais le sens est le même. Quand il y a un danger existentiel. Quand il y a le danger existentiel pour le pays, pour le régime. Alors, et quand j'ai réfléchi attentivement, dans les situations où la Russie se retrouve devant le danger de défaite, je pense que ça pourrait éventuellement, par Poutine, qui mettait tout ça ensemble, le côté spirituel de la chose, la personnalité du leader, la situation interne, est rendu au bord d'une défaite, ou ce qu'il va considérer comme une défaite, ça pourrait, par le président russe, être considéré comme le danger existentiel pour l'État, pour la Russie, parce que il est en mode défense, non seulement du territoire, mais défense des valeurs, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est la russéité, on va dire. Donc, il est en mode défense,
Et il a déjà mentionné qu'il va utiliser tous les moyens qu'il contrôle pour défendre ses valeurs. Mais de l'autre côté, quand on parle des Américains, et peut-être c'est une chose qu'on ne voit pas, réfléchissez-y un instant. Les États-Unis ont arrivé à l'hégémonie mondiale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et sur ce chemin vers l'hégémonie mondiale libérale, il y avait un pays qui a été un obstacle, l'Union soviétique, qui s'est doté d'une bombe, donc la bipolarité s'est créée. Donc, en quelque sorte, les États-Unis attendaient les années 90 pendant 50 ans. Et là, en fait, le monde occidental en général, on se trouve devant une menace de perdre ce leadership, de perdre cette possibilité, de perdre la position dans le monde. Pour le bien et pour le pire, c'est complètement un autre débat. Et de ce point de vue, quelque part, c'est aussi un risque existentiel. Donc, c'est pourquoi la tension, je ne pense pas que les États-Unis vont utiliser la bombe nucléaire sur le terrain ukrainien, non, loin de là. Je vous invite à réfléchir à cette tension au niveau des menaces existentielles qui s'est déjà créée. Puis, il y a un autre volet du nucléaire qu'on a tendance à sous-évaluer. Dans les 4 scénarios catastrophes que les experts nucléaires prévoient pour évaluer le danger, un des 4, c'est une explosion ou une prise de contrôle des centrales. Et vous n'êtes pas sans savoir que la centrale de Zaporijie est au centre de combat. Pour l'instant, elle est contrôlée par les forces russes, mais le danger d'accident ou le danger d'un geste volontaire, puis je ne vais pas mettre du doigt qui va le faire, ça n'a pas d'importance, c'est le résultat qui va être important. Alors, un danger d'une explosion nucléaire sur le terrain, les accusations mutuelles qui vont suivre immédiatement, donc la tension qui va monter de beaucoup sur le terrain. Donc, je considère ce risque comme assez réel. Merci beaucoup. Une couple de remarques. Quand j'étais à Moscou, j'ai découvert la Crimée et tout ça. Et je pense que il y a au moins 2 erreurs que Poutine a faites. C'est qu'il a mal jugé la cohésion qui allait se créer en Europe et avec les États-Unis aussi après cette guerre en Ukraine. Il s'était basé visiblement sur les réactions, la cohésion difficile entre Européens après l'invasion, l'annexion de la Crimée et avoir pris fait et cause aussi pour les séparatistes dans l'Est. C'était assez compliqué pour les Européens de créer une cohésion au niveau des sanctions et tout ça. Il y avait toujours une hésitation d'année en année. Et je crois que Poutine s'attendait à avoir la même attitude de la communauté internationale, peut-être au niveau de l'Ukraine. Autre chose, je pense qu'il a mal évalué aussi le désir des Ukrainiens de résister à toute nouvelle attaque de sa part. Moi, j'ai couvert à quelques reprises en Ukraine les gens qui, d'abord, la formation de l'armée qui était vraiment corrompue, inefficace, mal armée, mal équipés. Il y a eu intervention du Canada, entre autres, mais aussi des Américains, des Britanniques et tout ça. Et les gens vraiment ont décidé de prendre les choses en main et de se défendre, de prévenir toute nouvelle attaque de la part de Poutine. Et je crois que Poutine, dans tout ça, a cru sa propre propagande, c'est-à-dire que c'était une bande de nazis et tout ça, qu'on allait pouvoir entrer facilement là-dedans, c'était pas un pays, une vraie cohésion et tout ça, puis son armée a eu des gros problèmes, l'armée de Bélarus aussi. Alors, l'autre problème que vous avez évoqué aussi, c'est que la couverture de cette guerre-là est assez dans un sens seulement, c'est que les Russes permettent peu aux médias internationaux, ou pas du tout, mais très peu en tout cas, de couvrir leur côté du combat et de le couvrir ouvertement sans être surveillé, contrôlé et tout ça. Il y a quelques télévisions, France 2, je pense qu'il est là, mais tout ça, mais c'est très, très difficile de l'autre côté de couvrir le conflit du côté russe. Tandis que du côté ukrainien, c'est relativement facile et vous voyez, la plupart des médias occidentaux sont là, comme Radio-Canada et tout. Donc, c'est un gros problème, ça. D'ailleurs, Radio-Canada n'est même plus à Moscou, on s'est fait expulser. Donc, ça, c'est un gros problème de ça, parce que nous, on est mal à l'aise face à ça, justement. Tous les médias essaient de trouver une façon de couvrir le côté russe de cette histoire-là, justement pour avoir pas seulement une impression, comme vous avez évoqué,
que les Ukrainiens avancent, que les Ukrainiens sont en train de gagner, que les Russes reculent tout le temps. C'est pas ce qui se passe exactement. C'est sûrement pas ce qui se passe exactement. Et c'est très difficile pour les médias de pouvoir témoigner de ça. Voilà, c'était les seules petites remarques que j'ai à faire. On va passer aux questions de l'auditoire, peut-être. S'il y en a. Sinon, ça va être très bref. Oui. Peut-être avoir un point de vue un peu différent. Effectivement, je trouve qu'il manque de sagesse de façon extraordinaire. Hein, parce qu'on parle de la guerre sainte de la Russie. Mais on peut parler de la guerre sainte de l'Occident aussi pour sauver la démocratie. Les discours sont extrêmement polarisés à l'heure actuelle. Et il y a une tentative de définitivement d'humilier Poutine, une tentative, je pense que Biden l'a dit, dès le début de la guerre en Pologne, on arrêtera quand Poutine ne sera plus au pouvoir. Donc, il y a une tentative effectivement de prise de contrôle. Les Ukrainiens sont extrêmement forts, non seulement sur le terrain, mais pour aller chercher les gens, l'opinion publique finalement de leur côté, de toutes les manières possibles, avec tous les gouvernements possibles, avec tous les instruments possibles. Et effectivement, je me demande qui travaille pour la paix. Est-ce que c'est possible finalement d'arriver à quelque chose qui ne soit pas seulement des positions extrêmes des deux côtés, une volonté de dominer de toute manière des deux côtés aussi. Donc, c'est une manière dont on peut. Est-ce que quelqu'un peut... Moi, je peux ce que vous dites est juste dans le sens où, et moi je comprends par exemple que par rapport à un certain unanimisme en Occident, il y a des réactions, des gens qui se demandent, mais a-t-on les deux côtés de la médaille, comment trouver une solution, est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout? Et je pense qu'il faut aussi prendre en considération que ce conflit-là n'est pas comme les autres que nous avons vécus dans les dernières décennies, dans le sens où il ne s'agit pas d'un conflit territorial entre deux pays, par exemple, qui se contesteraient une région, frontalière souvent, ou un conflit de type guerre civile, comme en Syrie, où il y aurait différents groupes armés, ou plus ou moins armés, qui seraient opposés les uns les autres pour la conquête du pouvoir. Ce qui est très particulier, et moi vraiment j'insiste là-dessus toujours dans ce conflit-là, c'est qu'il s'agit d'une invasion non provoquée, ça a souvent été dit, pour décapiter un gouvernement. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que c'est un projet de paix qui ne constituerait pas finalement une acceptation de la dite invasion? Tout le problème pour moi, il est là, c'est-à-dire que c'est pas deux pays qui s'opposent, c'est pas par exemple l'Ukraine qui aurait des visées sur une partie de la Russie ou qui aurait provoqué la Russie, c'est véritablement un pays qui, dans une stratégie impérialiste essentiellement, a voulu envahir un autre. Alors, ayant dit, donc pour moi, l'argument de la paix, je comprends les arguments humanitaires, tout ça, mais il se heurte au fait que paix veut nécessairement dire, dans l'état actuel des choses, acceptation de l'invasion de l'Ukraine et de la conquête du territoire ukrainien par la Russie. Ayant dit tout cela, là où peut-être on se rejoint davantage, il est évident qu'à un moment donné, il va y avoir un problème et, qui est la différence entre l'objectif affiché par le gouvernement ukrainien, qui est la reconquête de tout le territoire ukrainien, y compris la Crimée, et d'autre part, l'impossibilité ou la quasi-impossibilité d'imaginer que la Russie cède, en tout cas au moins la Crimée, un jour. Donc depuis 2014 et même, en tout cas, je ne vais pas entrer dans les détails, mais et donc par rapport à ça, à un moment donné, il faut effectivement décider où s'arrête le conflit. Est-ce que ça prend la forme d'un conflit gelé? Est-ce que c'est une acceptation d'une espèce de régime hypocrite? Enfin, il y a plein de scénarios qu'on peut imaginer, mais c'est sûr que ce problème-là va, à mon avis, fait en sorte qu'on ne peut absolument pas imaginer quelque chose comme un traité de paix, disons, à une échéance brève, ce qui ne veut pas dire, parce qu'il y a des conflits entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, où il n'y a jamais eu de traité de paix, donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de trouver une espèce de statu quo où le niveau de conflictualité et de violence diminue considérablement. Donc la Russie et le Japon. Ou entre la Russie et le Japon, et bien d'autres exemples. Oui. Je voulais juste revenir, si je peux, sur ce concept de guerre sainte. Historiquement, dans l'orthodoxie, ceci n'a jamais existé.
Deux pays orthodoxes se sont affrontés sur le champ de bataille. On n'oublie pas, par exemple, que la Bulgarie était du côté de pouvoirs centraux à la Première Guerre mondiale et la Grèce était avec l'Entente. Mais justement, les deux églises collaboraient pour mettre en place un accueil humanitaire de réfugiés et même un accueil humanitaire de soldats qui étaient, prisonniers de guerre ou capturés l'un par l'autre côté. Ce qui est surprenant ici est que pour la première fois, ceci n'existe pas. La haine entre la nouvelle église de l'Ukraine et le patriarcat de Moscou est énorme. Ils n'arrivent même pas à célébrer des funérailles les uns pour le mort des autres. C'est inédit. Deuxième chose, jamais auparavant, une guerre en orthodoxie n'a été justifiée par le fait que des valeurs orthodoxes sont bafouées dans un autre pays. Traditionnellement, l'orthodoxie sacralise la nation. Traditionnellement, l'orthodoxie soutient toujours l'église autocéphale, soutient toujours le gouvernement quand le gouvernement va en guerre, mais le gouvernement doit aller en guerre pour défendre son territoire. Cette idée que propose le patriarche Poutine, lapsus révélateur, le patriarche Goudiaev, le patriarche Kirill Goudiaev, qu'il faut aller en guerre pour défendre les valeurs orthodoxes, ou ce qui selon lui sont les valeurs orthodoxes, est inédit dans l'histoire de l'orthodoxie. C'est la première fois que ceci se passe. Ça ne s'est même pas passé à l'époque de l'Empire romain en Orient, que plusieurs disent Empire byzantin. C'est jamais passé. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Je suis d'accord avec mon collègue, l'absence de volonté d'assister humanitairement les victimes de deux côtés, étant donné que les victimes sont de la même religion, c'est vraiment unique et très embarrassant. Madame Piskunova. Embarrassante, c'est peu dire, c'est quelque chose que j'arrive pas à conceptualiser. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est incroyable. En fait, pour répondre à votre question, qui s'occupe de la paix, vous avez entendu les réponses. La réponse est personne. Personne parce que Frédéric vient de dire, oui, je comprends les considérations humanitaires, mais faire la paix, c'est accepter ce que la Russie a fait. Et le choix que, en fait, le gouvernement, la communauté internationale est en train de faire, c'est un peu ce que dit Frédéric. On comprend des considérations humanitaires tout bête, mais on ne peut pas accepter l'agression. Et en fait, c'est comme c'est un choix qui n'est pas facile, qui est complètement déchirant. Complètement déchirant, on s'entend. Mais l'absence de l'humanitaire dans cette guerre est quand même flagrant parce que je pense que depuis que Kiev est sorti les Médecins sans frontières, en avril-mai, je pense, il n'y a même pas des organismes qui normalement font de l'humanitaire sur le terrain. Donc, je me trompe peut-être, mais c'est quand même quelque chose du jamais vu. Donc, c'est une guerre unique dans ce sens particulièrement sanglante et sans beaucoup de perspectives de règlement au moment où ça. Une petite remarque, c'était dans le Washington Post ce matin, les États-Unis encouragent l'Ukraine à garder la porte ouverte à des négociations. Je ne sais pas qu'est-ce que les Américains veulent obtenir avec ça. Une note aussi, les élections mi-mandat, c'est demain. Ça aussi, ça peut jouer un rôle considérable dans l'avenir de ce conflit-là, parce que les républicains déjà se promettent de compliquer les choses pour M. Biden en ce qui concerne l'aide militaire acheminée vers l'Ukraine, entre autres pour contrôler les dépenses ou les budgets entourant cette aide-là. Puis évidemment, M. Trump, lui, si vous avez lu le magazine du New York Times en fin de semaine, dimanche, on confirme, entre autres, que l'entourage de M. Trump, avant même l'élection de 2016, discutait déjà avec des sources soviétiques d'une partition de l'Ukraine, justement, et d'une séparation de l'Est de l'Ukraine. Donc, cette élection mi-mandat demain va jouer un rôle important aussi. Vous avez aussi commis un lapsus, vous avez dit des sources soviétiques. Ah bon? Peut-être, remarquez. C'est des vieilles habitudes. Oui, ici, il y a plusieurs questions. Oui, oui bonjour, je m'appelle Katarina, je suis étudiante à la maîtrise en sciences politiques ici à l'UQAM et en fait ma question porterait sur les atrocités de guerre commises
par les Russes donc sur le terrain contre les Ukrainiens. Je ne suis pas d'accord sur le point en fait, où la Russie n'a aucune idéologie sur ce point-là, et en fait c'est l'argument de ma future recherche. Et donc Frédéric a parlé du concept d'impérialisme, donc j'aimerais revenir là-dessus, savoir ce que vous en pensez, dans quelle mesure en fait est-ce qu'on pourrait expliquer les agissements des soldats russes par cette idéologie ou pas venant de la Russie. Je pourrais préciser l'idéologie peut-être. Ben, L'impérialisme, ouais, je pense, je pense que Guillaume, tu veux répondre? Ben, je veux pas. C'est une question qui est vraiment épineuse, qui est extrêmement aussi chargée moralement, etc. Mais je vais juste présenter, à mon sens, ce que j'ai vu étant les deux explications de ce comportement. Donc, qu'il y a des atrocités de guerre, qu'il y a eu des atrocités de guerre, qu'il y en a sans doute encore, ça fait pas de doute. On va écarter la question que je n'avais pas posée, donc sur laquelle je ne vais pas m'avancer, qui est encore plus épineuse, qui est est-ce qu'il s'agit d'un génocide? On l'écarte prudemment. Après l'avoir lancé. Après l'avoir lancé, comme une patate chaude que quelqu'un peut-être voudra bien saisir. Mais la question, c'est aussi, est-ce qu'il y a volonté, est-ce qu'il y a planification? Ouais, c'est ça le sens de la question. Est-ce que les atrocités sont mues par une idéologie, c'est-à-dire par une certaine représentation de l'ennemi qui est donc privée de son caractère humain et qui doit être détruit? D'abord, je peux remarquer que ça, c'est pas propre à l'impérialisme en particulier. On peut imaginer des impérialistes qui ne sont pas déshumanisants et on peut imaginer des pratiques déshumanisantes qui ne sont pas impérialistes. Mais, et cette question-là, ça va être très difficile à le faire, mais j'aimerais juste mentionner qu'il y a aussi l'autre interprétation et qui, à mon avis, doit être une part aussi de l'explication, qui est l'extraordinaire désorganisation de l'armée russe sur le terrain. Ouais. Le fait que les gens sont arrivés sur place avec de toute évidence une préparation absolument minimale. On a eu plusieurs témoignages du fait que les Russes ont franchi la frontière en pensant que c'était des et ils faisaient tout simplement des exercices militaires. Ils s'attendaient à avoir un soutien des Ukrainiens sur le terrain qu'ils n'ont pas eu. Ils officient dans des zones à haute densité de civils où, de fait, effectivement, il y a une très forte résistance de la population locale. Et donc, de toute évidence, là, il semble y avoir eu comme un sentiment de paranoïa qui s'est répandu parmi les troupes russes et qui, finalement, ont vu à peu près tout homme, mais pas seulement des hommes, mais tout homme ukrainien comme potentiellement un résistant et donc quelqu'un qu'il fallait neutraliser parce que potentiellement un adversaire. Et donc là, effectivement, la ligne entre qu'est-ce qu'un adversaire civil ou qu'est-ce qu'un adversaire militaire a été mélangée, ce qui a donné finalement des éliminations à peu près systématiques des civils sur les territoires. Et donc, ma question de ce point de vue-là, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une idéologie? Est-ce qu'on a vraiment besoin de motifs, surtout de la part de gens qui n'étaient pas préparés à le faire, qui ne l'avaient pas planifié? Pour expliquer finalement, c'est presque la thèse de la banalité du mal, mais en terrain militaire, c'est-à-dire qui est évidemment pas une thèse sur le fait que le mal soit banal, mais sur le fait que dans des contextes de radicale instabilité, le mal peut devenir banal. C'est la pire des explications dans un sens, parce que finalement, ça pourrait se produire en fait avec n'importe qui de nous qui serait placé dans une situation absolument atroce. Et je trouve, et de ce point de vue-là, je relativiserais la nécessité d'une explication idéologique, qui, à mon avis, vient surtout a posteriori. Je suis d'accord avec Katia. Je suis d'accord qu'il y a une idée avec Katia. Je pense qu'il y a une idéologie derrière que je n'appellerais peut-être pas impérialiste, mais je pense que depuis le démantèlement de l'Union soviétique et surtout depuis l'arrivée de Poutine, il y a un travail très très fort qui est fait par les élites, dire des élites en Russie, dire Poutine et son cercle, qui est fait dans le sens d'avoir un élément, de forger un élément idéologique qui justifierait éventuellement, y compris la guerre en Ukraine. Je ne sais pas l'appeler, c'est toujours, avant tout c'est un anti, donc c'est une idéologie anti-occidentale, donc ça s'est basé sur le négatif d'abord. Mais comme c'est difficile de mobiliser en général sur l'anti, surtout sur long terme, à court terme ça marche, sur le long terme ça commence à marcher plus difficilement. Donc dans cette idéologie anti-occidentale s'intègrent les éléments qui sont évoqués dans le discours du Kremlin. Donc les valeurs de famille, les traditions, tout ce qui est l'orthodoxie, aussi avec l'aide de l'Église. Donc c'est un genre
C'est un genre de remplacement de l'idéologie communiste qui finalement a eu lieu, sauf que, et c'est très intéressant, l'idéologie communiste n'a pas été rattachée à la géographie. Ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on disait Union soviétique, il n'y a aucune référence géographique dans ça. Et là, il y a quand même un élément géographique parce qu'on parle de la Russie, mais c'est une Russie plus. C'est une Russie qui est ouverte, c'est un nouveau type d'empire. Et si tu parles de l'impérialisme dans le travail, tu vas probablement prendre en considération que c'est comme un nouveau type d'empire qui se forge. Un empire qui se base sur l'idéologie, qui est antilibérale, anti-occidentale, très traditionnelle et religieux, pas orthodoxe. Parce que quand on parle de religieux, encore une fois, j'ai mentionné Kadyrov, c'est comme un genre de tolérance religieuse qui est prônée, où les différentes religions peuvent aller de pair à condition que les deux ou les trois fassent ce que le centre, ce que le Kremlin souhaiterait voir. Mais oui, c'est idéologique. Probablement le mot impérialisme n'est pas très... Oui. Juste une petite remarque. Les recherches que j'ai faites sur l'Église de la Russie, en parlant aussi avec des gens qui suivent les médias, l'Église orthodoxe avant la guerre était très peu présente dans les médias. Très peu présente. Et l'impact de l'Église orthodoxe russe sur la population ne doit pas être surestimé. L'Église orthodoxe, quand les patriarches parlent, et dans ces discours, c'est rapporté par la télé, mais ce n'est pas tellement présent dans les médias numériques. Et la plupart des prêtres dans leurs églises, les curés dans les villages, etc., ne répètent pas ce que le patriarche dit. Et en général, le taux de participation aux offices est très, très faible. Donc, on ne peut pas parler d'une... Oui, Poutine essaye d'utiliser ceci comme idéologie, mais je ne suis pas sûr que ça a un impact à la population. Je ne suis pas sûr que même les orthodoxes suivent ce que dit le patriarche, parce qu'il y a quand même des prêtres qui ont signé des lettres contre le discours belligérant du patriarche. Mais ma propre impression, c'est que pour la grande majorité de la population, l'Église n'est pas relevant, comment le dire en français? Pertinente. Oui, une petite remarque aussi, je reviens sur l'histoire des médias. D'un côté, c'est très couvert parce qu'il y a une presse libre, une presse comme on en connaît qui couvre ce qui se passe du côté ukrainien. Le problème du côté russe, c'est que ce n'est que pratiquement des médias de propagande qui sont là. Est-ce qu'il y a vraiment de l'atrocité du côté des troupes ukrainiennes? Quand même que ça sortirait du côté russe, on ne le croirait pas parce que justement, il n'y a pas une presse libre qui est là pour couvrir ces événements-là. Donc, c'est ça aussi qui trompe toute la couverture de ce qu'on sait de ce conflit-là aussi. Il y avait d'autres questions? Oui. Excusez, on va avoir le temps. Oui. Je vais être rapide. Laurence Deschamps, directrice scientifique du Cérium. Alors, je me souviens que lors de ces précédentes tables rondes, au printemps, chacun d'entre vous était dans les médias à peu près 3 fois par jour. Donc, je me demande si on assiste à un essoufflement de l'intérêt du grand public par rapport à ce conflit dans les pays occidentaux, dont le Canada et les pays européens. Et puis, quel est l'impact d'un potentiel essoufflement sur la capacité de cohésion et de mobilisation de ces puissances occidentales? Je peux commencer si tu veux. Oui, il y a un essoufflement. Je pense, et c'est une question évidemment contrefactuelle, mais que l'essoufflement est moins grand qu'il n'aurait été si les Ukrainiens avaient été totalement vaincus. C'est-à-dire que si l'Ukraine avait été vaincue au printemps 2022, on n'en parlerait plus, comme nous ne parlions plus assez rapidement du Donbass en 2014 et de la Crimée. Donc, dans ce sens-là, à l'échelle du reportage international, on en parle moins qu'au printemps, mais on en parle quand même beaucoup, considérant le déficit d'attention des opinions. Moi, ce qui me frappe, c'est que à l'heure actuelle, je pense qu'en fait, l'opinion publique n'est pas très importante parce que les gouvernements occidentaux élargis ont tellement changé leur politique étrangère qu'il est difficile d'imaginer
qu'aucun de ces pays, et j'inclus l'Allemagne, et j'inclus la France, et certainement l'Italie, qui vient d'élire une première ministre, certes d'extrême droite, mais pro-ukrainienne, la politique étrangère de tous ces pays a changé pour de bon. Et donc ça, je pense que dans ce sens-là, il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas, à mon avis, de transformation radicale de la position de ces pays. La Russie est devenue un ennemi de l'Occident élargi, point à la ligne. Et ça ne va pas changer parce qu'il y a un essoufflement de l'opinion publique. Après, il y a une autre question qui est dans les autres pays du monde, mais qui n'est pas directement la question que tu posais, où finalement, l'attentisme de la Chine et de l'Inde est plus long dure plus longtemps qu'on le pensait. C'est-à-dire que au début, on se demandait, ces pays vont-ils basculer dans le camp pro-russe ou au contraire être convaincus de se joindre, par exemple, au régime de sanctions proposé par les Occidentaux. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que presque tous ces pays restent sur la brèche. Hein? Donc, ils ne se sont pas joints à la grande coalition occidentale élargie, mais on ne peut pas dire que les Chinois ou les Indiens soutiennent très très fort. OK, les Iraniens envoient des drones, mais on ne peut pas dire que ces grands pays soient devenus des soutiens de la Russie explicites non plus. Mais la Chine a quand même des marchés en Europe, aux États-Unis et dans l'Occident. Ils ont besoin de ça aussi. Là. Puis ils ne sont pas très contents qu'il y ait une guerre en ce moment. Puis l'Inde, M. Modi l'a dit lui-même publiquement, l'heure n'est pas à la guerre, justement. Donc c'est vrai que l'appui n'est pas très très fort de ce côté-là. Je dois dire aussi une remarque. Dans les médias, on pensait qu'il y aurait un essoufflement quand même, parce que vous savez comment le cycle des nouvelles, une bouscule l'autre, puis on passe à autre chose. Ce qui est à noter, c'est l'incroyable talent qu'ont les Ukrainiens à jouer des médias, à jouer des relations publiques et tout. Vous allez voir M. Zelensky à la première page de Paris Match avec son épouse. Vous allez voir M. Zelensky parler à peu près à tous les parlements du monde entier. C'est incroyable la machine de publicité, vous pourrez dire, de propagande, si vous voulez. C'est absolument incroyable. C'est un modèle unique, je pense. Et ce qui a aidé beaucoup, justement, l'Ukraine en ce moment, c'est Elon Musk, qu'on pense qu'on voudra de lui. C'est que sa série de satellites qui ont permis les communications, qui ont permis que les communications continuent malgré ce conflit qui a été très destructif là, au niveau des moyens de communication. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Il y avait une question là. Une question, jusqu'à quel point l'Union européenne va aider l'Ukraine militairement et financièrement? Parce que l'UE gère beaucoup d'amis en Europe. Alors, il y a l'opinion que l'hiver vient et il y a un problème énergétique pour chauffer la maison et tout ça, l'inflation et tous les problèmes que les Européens fassent. C'est pour ça que je pose les questions, parce que le président Zelensky demande 38 milliards de dollars d'aide pour reconstruire l'Ukraine. Et l'attaque russe, ça n'arrête pas. Ils détruisent toutes les installations électriques et tout ça. Alors, jusqu'à quel point on peut aider l'Ukraine, les Européens vont aider l'Ukraine, c'est ça. Est-ce que vous avez quelques heures? Non, le local va être... Non, mais j'ai essayé d'être bref. Sur la question de l'armement, bien que l'Union européenne ait effectivement pour la première fois utilisé un fonds budgétaire pour octroyer de l'armement à l'Ukraine, il faut voir que c'est une question essentiellement nationale. Hein. Ce sont les pays, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Pologne, qui octroient par exemple de l'aide militaire. Et là, on peut dire que je pense que la volonté y est, mais on observe que contrairement aux États-Unis, par exemple, en fait, l'équipement de la plupart de ces pays est quand même minime. Hein? C'est là où on voit. C'est-à-dire que les Français disent, oui, on aimerait donner davantage de canons César, mais oups, on en a 18. Donc, c'est un peu ce genre de limitation qu'on observe qui n'est pas propre à la guerre en Ukraine, mais qui est vraiment le résultat de décennies d'investissements relativement modestes dans l'équipement militaire. Après, l'Union européenne, sur la question de moyen terme, c'est clair que c'est l'Union européenne qui va reconstruire l'Ukraine sur le plan financier, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va être essentiellement son rôle plus tard.
entre les deux, il y a la question énergétique que vous avez évoquée. Là, le portrait est mitigé, c'est-à-dire que l'Union européenne a vraiment réussi son objectif premier au cours de l'été, qui était de remplir les réservoirs, ce qui fait en sorte qu'il n'y aura pas de pénurie de gaz en Europe cet hiver. Mais en remplissant, donc ça, c'est ces images de gens qui n'auraient plus de chauffage, c'est pas ça qui va se produire, mais en remplissant les 10 réservoirs, et dans un contexte de crise économique et d'inflation mondiale, etc., les prix de l'énergie est devenu tel que le coût est absolument considérable, et c'est pas seulement les gens qui vont avoir du mal à payer leurs factures, et donc les États qui vont devoir s'endetter énormément pour aider essentiellement les populations. Ce sont des industries entières, notamment en Allemagne, qui vont juste disparaître parce qu'elles ne seront plus compétitives, parce que l'énergie est devenue beaucoup trop chère. Ça ne sera pas un problème pour les 3 prochains mois. C'est l'Europe qui s'est mise dans une situation, mais je ne vois pas vraiment quelle était l'alternative, où elle va devoir sérieusement repenser son modèle énergétique et économique sur les 10 prochaines années. Et là, il y a deux, puis je terminerai là-dessus, il y a deux façons de voir les choses. Il y en a une qui est pessimiste, qui serait de dire on s'est tiré une balle dans le pied et puis finalement c'est la catastrophe et on va pas réussir à s'en sortir. Il y en a une autre qui dit voir l'occasion finalement d'accélérer des changements qui auraient dû avoir lieu de toute manière, par exemple dans l'approvisionnement énergétique, l'efficacité énergétique. Moi, mon épouse en ce moment est à Grenoble. Elle a terriblement froid dans son appartement parce qu'effectivement, les Européens, il y en a quelques-uns dans la salle, se sont mis, contrairement à nous, je dois dire, à la température à 17-18 degrés à l'intérieur. Et donc ça, c'est des changements qui vont probablement durer. Quelqu'un... C'est bon? Prochaine question. Monsieur en rouge, là-bas, vous avez lu. Ah, il vous a scoopé. D'accord. Peut-être, on ne peut parler de la jeunesse russe. Parce qu'on a sur la mobilisation, on pense qu'il y a des millions, je ne sais pas si les chiffres sont connus, mais est-ce que ça peut avoir un impact dans le niveau où c'est anecdotique? Vous voulez dire, par exemple, dans la stabilité du régime? Un impact sur quoi? Par rapport à la puissance de Poutine, dans le fond. Est-ce que cette jeunesse-là peut devenir, ça se fera un jour, mais est-ce qu'elle va avoir un impact sur... je ne sais pas, moi, je vois mes enfants quitter. Moi, je suis pro Poutine, je vois mon frère, mes fils, mes filles quitter parce qu'ils ne pensent pas comme moi, etc. Est-ce que un nombre assez énorme de personnes peut avoir pour ces familles-là, est-ce que ça vaut la peine de perdre mes enfants? C'est sûr. Alors, quand on fait des sondages d'opinion publique en Russie, et ça se faisait évidemment un peu mieux avant la guerre, ça se fait encore, mais maintenant, pas sur tous les sujets, disons. Les deux principaux critères qui déterminent le soutien, les facteurs sociaux qui expliquent le mieux le soutien potentiel à Poutine, c'est l'âge et c'est la source d'information. Ouais. Évidemment, les deux sont corrélés parce que les personnes plus âgées en Russie tendent à s'informer à travers la télévision, qui est à peu près totalement contrôlée par le régime au moins depuis 20 ans. Alors que les plus jeunes tendent à s'informer à travers Internet. Internet sur lequel il y a des formes de contrôle de plus en plus sévères, mais qui est encore, je veux dire, libre à un degré qui est inimaginable, par exemple, pour la Chine. Ouais. Je veux dire, l'Internet russe reste un lieu de contestation de plus en plus difficile, mais à travers, par exemple, l'usage des VPN, des Russes pourraient accéder à Facebook ou à YouTube ou aux sites de médias indépendants comme Medusa, etc. Et il existe encore des réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés entièrement par le pouvoir. Le plus connu étant Telegram, qui est donc très important dans cette région du monde, dans lequel, en fait, le pouvoir a décidé de recourir à une stratégie non pas de censure, mais de tentative de saturation. C'est-à-dire que sur Telegram, le problème avec Telegram maintenant, c'est pas tant que c'est censuré, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de poutinistes et de trolls payés par le pouvoir pour faire passer de l'information, ce qui fait qu'en fait, on pourrait être
on pourrait être, ce qui est assez classique pour la propagande russe, ne fonctionne pas par la censure, mais par la saturation d'informations contradictoires afin de nourrir un sentiment comme de désabusé et de dépolitisation qui, comme je l'ai déjà dit, est à l'objectif à long terme. Et donc, pour répondre à votre question, oui, les jeunes sont statistiquement parlant les gens les moins poutinistes en Russie. Mais évidemment, là, on parle de statistiquement parlant. Par exemple, il y a eu la dernière vague de mobilisation avant la guerre, c'était au moment de l'emprisonnement de Navalny, en janvier-février 2021, je ne veux pas dire de bêtises. Et c'était principalement les jeunes qui étaient dans la rue. Et donc, oui, qu'est-ce que ça veut dire pour le régime? Bon, évidemment, étant donné l'organisation du régime, il ne faut pas s'attendre à une révolution à court terme. Je veux dire, ça fait des années que le régime se barricade contre ce genre d'éventualité. Mais disons que pour le long terme, oui, la Russie change. La Russie est un pays industriel avancé avec un taux d'éducation très élevé. Et les gens, s'ils veulent et s'ils ne sont pas dans le déni, ce qui est une autre question là, par rapport à la guerre en particulier, ils peuvent s'informer. Et ce n'est pas un hasard aussi si un grand nombre de ceux qui se sont enfuis de Russie ces derniers temps étaient ceux qui s'informaient par l'étranger, ceux qui avaient les diplômes les plus avancés et les jeunes. Oui, Catherine. Mais il ne faut pas négliger une chose, je suis d'accord avec ce que dit Guillaume, il ne faut pas négliger une chose, le régime s'est investi massivement dans l'éducation patriotique dernièrement, beaucoup. En fait, il y a des jeunes, effectivement, qui ont fui par peur de mobilisation, ça c'est sûr et certain. C'est très clair que même les plus âgés qui normalement soutiennent le régime ne vont pas être contents de voir leur enfant en guerre. Donc, ça va être un facteur. Ils ne sont pas quand même... on parle de 300 000 mobilisations, plus à peu près 200 qui ont commencé la guerre. Donc, on parle d'un demi-million. Mais cette éducation patriotique utilise la guerre, en fait, pour coopter les jeunes, pour mobiliser les jeunes en faveur du régime. Et on verra à long terme, à moyen à long terme, qu'est-ce que ça va donner, mais j'exagérerai pas la force de la jeunesse, au moins au moment où on se parle, pour pouvoir renverser le régime. Quand il y avait des démonstrations de l'appui à Navalny, comme tu dis, en 2021, il y avait carrément des parents, parce qu'ils sont des tout jeunes, il y avait carrément des parents qui ne voulaient pas voir leurs enfants arrêtés. Donc, c'est la famille qui faisait de la pression sur les jeunes pour qu'ils ne sortent pas. Donc, ce qui est quand même assez significatif pour voir la chose. J'ajouterai aussi juste un petit détail. Je fais une étude en ce moment sur les pétitions sur la guerre en Russie. Et la proportion de la population russe qui signe le plus de pétitions et ce qui signe le plus de pétitions contre la guerre, c'est les étudiants de l'université. C'est aussi ceux qui font l'objet de la répression la plus sévère parce qu'ils sont sous l'emprise de deux institutions hiérarchiques et autoritaires, à savoir l'État et l'université. Mais l'idéologie dans les universités devient pesante. Oui, aussi. Mais je ne me souviens pas où j'ai lu ça, mais j'ai lu aussi que la mobilisation se déroulait beaucoup plus intensément dans les campagnes, c'est-à-dire hors des grandes villes, où les jeunes ont moins accès justement aux médias étrangers, puis ils voient que la propagande des médias officiels. Avec une surreprésentation des peuples non ethniquement russes. Ah aussi, c'est ce que je disais, l'autre chose que Parce que j'allais dire. la Russie est un pays multinational, avec beaucoup d'ethnies différentes. Et donc, c'est des populations qui sont considérées comme plus vulnérables, qui ont moins accès aux médias indépendants de Moscou, de Saint-Pétersbourg, capacité de mobilisation. Et donc, généralement, il y a eu un calcul de toute évidence cynique du pouvoir pour aller chercher ces gens-là. Quoique, il y a eu il y a eu des effets imprévus, comme quand il y a eu ces manifestations de maires au Daghestan, je ne sais pas si vous avez vu, qui ont affronté la police contre la mobilisation. Donc, comme quoi, même dans les régions plus éloignées de Moscou, il peut y avoir des protestations. Question? Oh là là, oui, derrière, oui, monsieur. Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi, François Pellinet, je suis étudiant en maîtrise d'études internationales ici à l'UDN. Ma question est en fait, je suis curieux de vous entendre si vous voyez un lien entre la situation actuelle et la présence de plus en plus puissante de Wagner sur le continent africain. Que ce soit en Centrafrique ou en conflit au Mali, si vous pouvez voir un lien entre ces deux conflits, alors que la Russie a plus que jamais besoin de ressources militaires sur le front ukrainien, de ne pas justement de laisser cette entité paramilitaire en Afrique. J'allais proposer de répondre, mais la dernière tournure de votre question m'a un peu surpris. Je ne pensais pas que votre question, c'était par rapport à la présence en Afrique. J'avoue que là,
Je vais juste faire une supputation assez rapide. La Russie est en train de se désengager de la plupart des terrains où elle était avant la guerre. L'exemple qui me vient immédiatement en tête, le plus classique, c'est les forces de maintien de la paix russes en Arménie, sur le conflit du Nagorno-Karabakh. Mais ce n'est pas Wagner, ça c'est les forces de maintien de la paix. La Russie se désengage parce que clairement, elle a des problèmes juste pour maintenir le front en Ukraine. Mais par rapport à ça, juste par rapport à Wagner, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une organisation paramilitaire russe, dans un sens, ce qui est étonnant, c'est que la guerre qu'on voit en ce moment, la guerre totale qui est pratiquée par la Russie, vient inverser une tendance qui était à l'œuvre les dernières années en Russie, qui était à la privatisation de la violence. Ouais. Comme dans plusieurs autres pays dans le monde, l'État avait tendance à de moins en moins impliquer son armée massivement, ou alors de distance en envoyant juste des missiles, typiquement l'intervention en Syrie, et à de plus en plus s'appuyer sur des forces privatisées. D'ailleurs, la Russie est loin d'être le seul État à recourir à ce genre de pratique. Ouais. Et là, ce qu'on voit, à bien des égards, l'invasion en ce moment vient inverser des tendances qu'on voyait de la politique russe, parce que là, on parle d'une invasion de l'état-major russe avec les forces et même la mobilisation partielle. Et là, je vais parler des 300 000, tous ceux qui sont déjà, plus là, c'est la nouvelle vague de conscription qui commence maintenant. Donc, si vous êtes en âge de faire le service militaire, là, vous allez au service militaire, mais contrairement à ceux qui sont rentrés avant vous, là ça se peut que votre service militaire vous amène sur le front, ce qui n'avait pas été le cas en Russie. Et donc là, on parle vraiment d'un engagement de l'État, donc un retour à l'étatisation de la violence, et donc paradoxalement une marginalisation de la violence privée. Et de fait, ce qu'on voit en ce moment, Evgeny Prigojine, donc qui est le propriétaire de ce Wagner, qui est en train de faire beaucoup de bruit en ce moment en Russie, parce qu'il essaie de retrouver de l'importance dans un contexte où il est de plus en plus marginal. Voilà. Comme un retour d'une guerre régulière. Ouais. C'est assez particulier. Juste pour ce qui concerne la présence russe en Afrique, juste avant la guerre, le patriarcat de Moscou a annoncé qu'il coupait toute relation avec le patriarcat d'Alexandrie et l'Eunophone parce qu'il reconnaissait l'Église d'Ukraine. Le patriarcat d'Alexandrie a une immense, une immense présence dans l'Afrique noire, dans l'Afrique subsaharienne. Il y a par exemple 3 métropoles dans le Congo, plusieurs métropoles dans l'Ouganda, etc. Eh bien, le patriarcat russe a décidé et a annoncé que désormais il fera son propre travail en Afrique. Comme suite à ceci, il y a eu des rapports des agents russes qui essayaient de s'approcher des curés africains pour leur proposer de l'argent pour changer de juridiction passée donc au patriarcat de Moscou. En même temps, Moscou est venu en contact et a commencé des contacts avec les Coptes d'Égypte qui ont donné une grande église au Caire pour l'église russe qui désormais ne reconnaît plus le patriarche d'Alexandrie. Et il y avait, je ne sais pas à quel point ça continue maintenant avec la guerre ou s'il y a l'argent, mais il y avait même de l'argent qui avait commencé à être versé pour la construction d'une grande cathédrale en Afrique. Il y avait des curés africains qui écrivaient des lettres en masse pour dire nous ne nous reconnaissons plus dans le patriarcat d'Alexandrie parce qu'il reconnaît les schismatiques d'Ukraine. Et donc il y avait une présence russe religieuse en Afrique qui s'est manifestée pour la première fois dans l'histoire. Jusque-là, jusque 2018-2022, quand ils ont décidé ça, le patriarcat russe soutenait avec beaucoup d'argent la mission orthodoxe hellénophone en Afrique sans jamais demander des échanges. Il y avait une question tout en arrière là-bas. Je voulais être juste envers tout le monde. Je suis une simple profane et j'entends depuis février les opinions des uns et des autres relativement à la souple, en fait, à la grande ligne de ce conflit. Et plusieurs qui peut-être selon moi 10 à 20% de la population explique le conflit par la présence américaine sous-jacente que vous avez évoquée, M. Méran, dans votre présentation initiale. Et j'ai été très surprise dans cet article de voir que deux intellectuels de vos collègues qui méritent énormément de respect, M. Sabriata et Michel Zemmour, attribuent au fond la source de ce conflit à cette grande, je vais
prend le conflit mondial opposant les États-Unis et la Russie, provient du capitalisme mondialisé, afin que ce serait cette pression suprémaciste de la vision du triomphe du capitalisme qui serait à la source de ce déchirement qui s'opère en ce moment. Et à quoi peut-on attribuer la présence de cette thèse minoritaire, mais qui contamine, si je peux dire, l'appui qu'on peut offrir à l'UQAM? Oui, votre question est tout à fait claire. Moi, je me contenterai de dire que sur le plan scientifique, je pense qu'il faut toujours se méfier des explications qui attribuent tous les problèmes du monde à une seule cause, que ce soit le capitalisme, l'Amérique, les francs-maçons, le sionisme, les Illuminati. Vous pouvez faire votre propre liste. Je pense qu'il faut se méfier de ces explications qui peuvent être un point de départ, mais qui, à mon avis, n'expliquent plus rien à la fin. Le deuxième point, qui pour moi est le plus important dans le cas de l'Ukraine, encore une fois, c'est que je pense que même s'il y a à l'évidence des enjeux internationaux de grande puissance, un enjeu qu'on n'a pas mentionné, c'est le fait qu'il y a par exemple une quête de statut de la part de la Russie, de Poutine, qui explique en partie certaines stratégies internationales, le désir de rester une grande puissance du monde. Ça, c'est à l'évidence. Et de la même manière, on peut dire qu'en effet, les États-Unis ne s'intéressent pas à cette région que parce qu'il y a une sympathie pour la population, mais qu'il y a des enjeux géopolitiques plus larges. Ça, c'est évident. Mais je pense qu'il ne faut pas ni avoir une explication monocausale, ni nier à la population elle-même, et aux Ukrainiens en l'occurrence, leur propre agentivité et le fait qu'ils sont capables de prendre leurs propres décisions, qu'il y a des raisons qui sont propres à l'histoire de ce pays et à l'actualité. Et je trouve que dans le discours de certains spécialistes de relations internationales, il y a cette tendance à vouloir avoir de grandes explications macroscopiques en niant complètement la réalité empirique sur le terrain. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? C'est bon? Ben voilà, on va mettre un point final à cette rencontre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'être resté quand même jusqu'à la fin. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, il y aura sûrement d'autres rencontres sur le même sujet, hélas. Merci.